Une jeune fille en robe de mariée regarde la ville par la fenêtre la nuit et essaie de comprendre comment tout cela s'est passé. Une voix vient de derrière la mariée, lui proposant de l'aider à enlever sa robe. L'homme debout sur le seuil sourit et dit qu'il lui sera difficile d'enlever seule une telle robe. La jeune fille attrape désespérément les attaches et assure qu'elle peut très bien s'en occuper toute seule. Le marié déboutonne soigneusement la robe et dit que vous ne pouvez pas tout gérer seul et que ce n'est pas là que vous devriez commencer votre vie de famille. L'homme se penche vers la mariée et lui murmure que le moment où la mariée enlève sa robe est bien plus important que le moment où elle l'enfile. La mariée pense que sa première rencontre avec cet homme n'a absolument aucun sens, tout comme leur mariage. La seule différence est que la fin de ce mariage était déjà jouée d'avance. Un mariage n'est qu'un jour, mais le mariage est toute une vie, mais avant de passer à la vie de famille, les couples s'organisent le plus beau jour de leur vie. Amanda Smith est organisatrice de mariage et fait de ce jour le plus spécial pour le couple et son travail. Bien que les mariages des riches semblent luxueux et majestueux, en réalité tout est loin de l'être. Au tout début de la cérémonie, une jeune fille en colère fait irruption dans la salle et se met à crier fort. La fille s'envole vers Amanda, criant que tous les problèmes sont à cause d'elle, la frappe au visage de toutes ses forces. Le rebelle crie qu'Amanda a osé préparer le mariage de sa bien-aimée avec un autre et, s'enfuyant, pousse l'organisateur. La jeune fille, ne s'attendant à rien de tel, la renverse contre la table, d'où un gâteau de mariage lui tombe dessus. Attrapant une bouteille de champagne sur la table, se jette sur la fille et crie qu'il va la tuer maintenant. Amanda crie avec horreur qu'il s'agit d'une collection limitée de champagne dont Pérignon, qui coûte 2000 $ la bouteille. Finalement, la sécurité fait irruption dans la salle et, devant le public émerveillé, tord la jeune fille enragée qui, surprise, lâche la bouteille. Amanda saute désespérément en avant, se roule sur le ventre et parvient tant bien que mal à attraper la bouteille au dernier moment. Les gardes de sécurité entraînent la fille rebelle, qui crie que le marié allait réellement l'épouser. L'organisateur s'approche du micro, s'excuse du dérangement, demande à tous les invités de marque de rester à leur place, le mariage continuera dans quelques minutes. Le manager tend une serviette à Amanda et remarque qu'elle maîtrise vraiment son métier. Un beau jeune homme regarde silencieusement tout ce qui se passe et dit à sa secrétaire que tout lui plaît. Dans la salle de repos, Amanda a du mal à redresser son dos et dit à Rina, son assistante, qu'elles ont fait un excellent travail aujourd'hui. Monsieur Kant entre dans la pièce et demande aux filles si tout va bien. Le gérant dit que c'est son service qui aurait dû arrêter le voyou et invite Amanda à monter dans l'une des chambres et à se nettoyer. La jeune fille se tient joyeusement sous la douche et pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de suivre un cours d'autodéfense. Tout en s'essuyant la tête, Amanda entend frapper à la porte et suppose qu'il s'agit de vêtements de rechange. La jeune fille ouvre la porte et voit sur le seuil un homme incroyablement beau, demandant avec étonnement qui il est. L'homme tend une carte de visite à Miss Smith et lui dit de s'habiller et de venir dans la chambre 206, où il l'attendra. L'homme part brusquement, Amanda s'occupe de lui, complètement perplexe. Quelque temps plus tard, la jeune fille marche sur le sol et regarde autour d'elle avec confusion, à la recherche du numéro dont elle a besoin. Les gens de la société de gestion hôtelière sont généralement logés à cet étage, et Amanda se demande pourquoi elle serait nécessaire ici. L'organisateur craint que la direction de l'hôtel veuille lui demander une compensation pour avoir ruiné la réputation de l'hôtel. Soudain, la jeune fille explose et pense qu'elle devrait exiger une compensation pour tout ce qui s'est passé lors du mariage. En s'approchant de la porte de droite, Amanda essaie de se ressaisir et de se calmer. Récemment, un bel homme est assis sur le canapé et dit calmement qu'il s'appelle Dan Walsh. Amanda se présente en réponse et dit qu'elle représente la société Eternal Love, qui organise des mariages. L'homme regarde son interlocutrice et lui demande soudain pourquoi elle porte un uniforme d'hôtel. Miss Smith dit timidement qu'il y a eu un incident lors d'un mariage récent et qu'elle n'avait pas de vêtements de rechange, alors Monsieur Kant lui a gentiment prêté un uniforme. Monsieur Walsh demande avec un sourire si ce qui s'est passé lors du mariage peut être qualifié de petit incident. La jeune fille dit avec embarras que parfois divers événements imprévus se produisent lors des célébrations, ce qui s'est produit aujourd'hui. Amanda dit que l'entreprise ne s'occupe que de la partie officielle, elle n'est donc pas au courant des détails internes. Miss Smith affirme avec passion que leur entreprise respecte strictement tout ce qui est stipulé dans le contrat, afin que Monsieur Walsh puisse leur confier ses vacances en toute sécurité. Dan regarde la fille avec surprise et lui demande pourquoi elle a décidé qu'il était un futur client. Répond qu'en général, les personnes qui cherchent à entrer en contact avec elle sont ses futurs clients. Dan se penche en arrière sur le canapé et invite soudain la fille à travailler ensemble. Miss Smith se lève brusquement, s'incline et dit qu'elle félicite de tout cœur l'homme pour son mariage. Monsieur Walsh fronce visiblement les sourcils et regarde son interlocuteur avec incompréhension. Dan relève la tête et déclare qu'Amanda l'a mal compris, il lui propose seulement un emploi à l'hôtel.
L'homme affirme que leur hôtel accueille chaque année plus d'une centaine d'événements, dont plus de la moitié sont des mariages. Dan poursuit en indiquant qu'ils envisagent de développer ce domaine et qu'ils recherchent un spécialiste qui répondrait à leurs exigences. Amanda dit timidement qu'elle est flattée par l'offre, mais qu'elle a sa propre entreprise d'organisation de mariage. Monsieur Walsh dit qu'il est prêt à discuter des conditions, si ce n'est que la jeune fille ne veut fondamentalement pas travailler avec lui. Miss Smith est incroyablement embarrassée, mais demande quand même qui est exactement Monsieur Walsh. L'homme ouvre même la bouche de surprise, se demandant si la jeune fille ne l'a vraiment pas reconnue. Amanda dit qu'à en juger par la carte de visite, Dan est à la tête d'une entreprise, mais elle n'a pas compris laquelle. Le secrétaire de Dan, Tom Jones, dit avec joie que son patron est le nouveau chef de la société Hill Hotel Group, récemment revenu de l'étranger. Tom affirme que Monsieur Walsh a reçu de nombreuses excellentes recommandations de la part de dirigeants d'hôtels de premier plan et qu'il est retourné dans son pays d'origine pour diriger l'entreprise. Le secrétaire commence à vanter les qualités personnelles de Dan, mais l'homme agite la main et déclare que ce qui a été dit est suffisant. Amanda est surprise de se rendre compte que devant elle n'est autre que le président de l'hôtel Equil. Dan dit que maintenant la jeune fille devrait comprendre les avantages de travailler avec lui et lui demande ce qu'elle pense de sa proposition. La jeune fille réfléchit une minute, puis dit de manière décisive qu'elle est obligée de refuser à Monsieur Walsh. Miss Smith se lève du canapé et dit que s'ils ont tout décidé, il est temps pour elle de partir. Dan dit avec perplexité que la jeune fille ne lui a même pas posé de questions sur les conditions qu'il lui proposait. Amanda la remercie pour l'offre, mais lui assure qu'elle a beaucoup à faire et qu'elle doit vraiment y aller. Monsieur Walsh se lève du canapé et déclare avec arrogance que Miss Smith regrettera son refus. La fille fronce les sourcils et déclare que Dan n'a pas à s'inquiéter pour ça. En regardant Amanda partir, Monsieur Walsh leur suggère d'y réfléchir à nouveau et de l'appeler s'il change d'avis. Les filles conduisent dans la voiture et Amanda leur rappelle qu'un tournage est prévu à 5 heures, mais qu'elles doivent d'abord s'arrêter et rendre le diadème. La jeune fille estime ses dépenses et ses revenus et se rend compte qu'elle arrive à peine à atteindre le seuil de rentabilité. Amanda se souvient en souriant des paroles de Monsieur Walsh selon lesquelles elle regretterait son refus. Rina fouille dans les sacs, soudain ses yeux s'écarquillent et elle appelle le patron avec horreur. Effrayée par le cri de Rina, Miss Smith demande brusquement ce qui ne va pas et l'assistante dit qu'ils ont des problèmes. Amanda essaie de comprendre les mots de Rina selon lesquels on dirait qu'ils ont perdu le diadème. La jeune fille commence à transpirer et dit qu'elle a personnellement emballé le diadème dans l'étui. Rina commence à se ronger les doigts et admet qu'après tout ce qui s'est passé, elle ne se souvient plus de ce qui était emballé et où. Amanda se retourne brusquement, franchit 2 lignes continues et crie qu'elle doit retourner de toute urgence à l'hôtel. La voiture n'a pas le temps de ralentir devant l'entrée de l'hôtel avant que Rina saute et rentre à l'intérieur. Miss Smith pose sa main sur son front avec désespoir et pense que sans ce foutu gâteau, elle n'aurait pas besoin de changer de vêtements et qu'elle s'occuperait personnellement de tout. 1 heure plus tard, après avoir fouillé tout le salon, les filles sont obligées d'admettre que le diadème a disparu. Amanda n'a pas de visage et demande à Rina d'aller lui acheter une bouteille d'eau. Le téléphone sonne, répondant à l'appel, la jeune fille demande avec optimisme si Monsieur Kant a vérifié les caméras de vidéosurveillance. Le gérant affirme qu'à la demande des mariés, les caméras ont été éteintes et la police ne voit aucune preuve que le diadème de Beer a été volé. Avec un sentiment de désespoir, Amanda se rend compte qu'il est désormais impossible de retrouver le diadème. Miss Smith remercie le gérant pour son aide et s'assoit sur le canapé, complètement désespérée. De retour, Rina, espérons-le, dit qu'il devrait avoir une assurance pour un tel cas. Amanda répond tranquillement que l'assurance ne couvrira pas le coût du précieux diadème. Le diadème en diamant coûte 700 000 $ et le montant maximum d'assurance sera de 200 000. La jeune fille met ses mains sur son visage et pense avec horreur qu'elle n'a tout simplement nulle part où prendre un demi-million de dollars. Amanda se souvient des paroles de Dan, qui avait déclaré qu'il accepterait n'importe quel montant demandé par la fille. La jeune fille se souvient que Monsieur Walsh lui a suggéré d'y réfléchir et de le rappeler. Miss Smith se lève de manière décisive et dit à Rina d'aller seule au studio pour le tournage, et elle doit résoudre le problème avec le diadème. Au même moment, dans sa chambre, Dan demande à la secrétaire avec étonnement comment Amanda n'a pas pu le reconnaître. Tom rassure le patron qu'il était à l'étranger depuis longtemps, donc la fille pourrait bien ne rien savoir de lui. L'homme regarde pensivement par la fenêtre et dit à Tom qu'il doit à tout prix recruter Amanda dans son équipe. Miss Smith s'assoit devant Dan, qui demande pourquoi sa décision a changé si rapidement. La jeune fille admet qu'elle a commis une terrible erreur en refusant Monsieur Walsh, mais elle peut désormais penser clairement et l'accepter avec joie. Amanda se décide et demande si Monsieur Walsh peut lui prêter 500 000 $. Dan reste pensivement silencieux et Miss Smith réfléchit frénétiquement aux conséquences d'une telle insolence pour elle. Soudain, le président dit qu'ils ont accepté,
la jeune fille ne comprend pas comment on peut si facilement accepter une demande aussi étrange. Monsieur Walsh ordonne à Tom de sortir un moment et de le laisser seul avec Miss Smith. Dan regarde Amanda et dit qu'il est prêt à lui prêter de l'argent, mais il a une condition. La jeune fille regarde l'homme avec impatience. Bien sûr, tout ne pourrait pas être si simple. Amanda est assise au bar de l'hôtel et prend des photos les unes après les autres. Quelqu'un pose la main sur la jeune fille et remarque qu'elle devrait boire un peu plus lentement. Le photographe Alan remarque que seule Rina est venue au tournage et demande depuis combien de temps Amanda est dans ce bar. Le jeune homme dit que le tournage s'est déroulé sans problème, que la mariée était heureuse et qu'Amanda n'avait rien à craindre. Alan est déjà conscient des problèmes de la fille. Rina lui a tout dit et il se demande si Amanda a tout sous contrôle, mais la fille continue de boire en silence. Madame Smith mâche sa collation et se tourne vers Rina et lui dit qu'elle n'est plus sa patronne. À la grande surprise des jeunes, Amanda rapporte qu'elle a décidé de travailler comme organisatrice de mariage à l'hôtel Equil. Significativement ivre, la jeune fille dit avec un sourire qu'elle a pu trouver un nouvel emploi en seulement 1 heure. Rina se met à pleurer, mais son ancien patron la calme et remarque que tout ce qui s'est passé n'était que son erreur. Alan demande avec méfiance si Amanda ne travaillera vraiment que comme organisatrice de mariage exclusive. Miss Smith frémit et le photographe remarque que le montant de la dette est trop important, s'il y avait d'autres conditions dans son contrat. Amanda se souvient que la seule condition de Dan était qu'elle doive coucher avec lui. Ayant entendu parler de cette maladie, Amanda a décidé qu'elle avait tout entendu et que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. La jeune fille pense que le président est tout simplement stupide, il ne peut pas sérieusement exiger cela, même pour 500 000 $. Amanda se serre la tête et pense désespérément qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Soudain, Dan apparaît devant l'entreprise et sourit et remarque que Miss Smith a décidé d'organiser une fête d'adieu. En regardant la jeune fille, Monsieur Walsh dit avec un sourire qu'elle, en tant qu'employée de l'hôtel, a droit à une réduction au bar de l'hôtel. Alan touche l'épaule d'Amanda et lui demande avec surprise si elle connaît cet homme. Dan tend la main au gars et se présente. Alan n'a d'autre choix que de faire de même. Amanda se place entre les hommes et déclare qu'elle a un besoin urgent de parler avec le président en privé. Alan demande doucement à la fille si tout ira bien, car elle est plutôt ivre. Amanda demande au jeune homme de s'occuper de Rina, et elle-même a quelques problèmes non résolus. Assise dans la suite du président, la jeune fille soupire bruyamment, mais n'ose pas entamer une conversation. Dan regarde Amanda pensivement et ne comprend pas sur quoi devrait porter la conversation qui vaut de si grands soupirs. Fatigué d'attendre, Monsieur Walsh remarque avec tact qu'Amanda n'est pas en forme et suggère de reporter la conversation à demain. Finalement, la jeune fille se décide et dit que le montant qu'elle a emprunté au président servira à financer la tiare manquante. L'homme examine calmement son interlocuteur et constate que la situation dans son ensemble semble très étrange. Amanda penche la tête vers le bas et admet qu'elle n'a jamais couché avec qui que ce soit auparavant. Dan regarde la jeune fille avec étonnement, ne sachant pas comment réagir à ces paroles. Amanda rougit et demande avec embarras ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle devrait faire. Monsieur Walsh continue de regarder la jeune fille en silence, ne sachant pas ce qu'il peut dire dans cette situation. Amanda murmure qu'elle devrait se renseigner sur les préférences de Dan avant de faire l'amour. L'homme agite les mains avec horreur et admet que ce n'était qu'un test pour savoir à quel point la fille était sérieuse. Amanda saisit avec force les mains de l'homme, réalisant qu'elle se trouve dans une situation complètement stupide. Dan retire ses mains et crie que si elle a besoin de payer pour le diadème, elle pourrait utiliser le programme de crédit de l'entreprise. Une Miss Smith complètement ivre attrape à nouveau Walsh par la main et lui demande si Dan va vraiment lui donner de l'argent et ne pas exiger qu'elle couche avec lui. L'homme acquiesce affirmativement et se demande si la fille est vraiment ivre ou si elle fait juste semblant. Amanda s'incline respectueusement devant Walsh et dit qu'elle n'oubliera jamais sa gentillesse. Soudain, la jeune fille s'effondre sur le canapé et s'endort instantanément. Dan essaie de soulever Amanda, mais elle lui fait simplement signe de la main et lui demande de enfin la laisser dormir. Miss Smith enveloppa sa tête dans une couverture comme un cocon et y ronflait négligemment. Le téléphone sonne brusquement, la jeune fille sort sa main de sous la couverture et essaie de la chercher à tâtons. Se retournant de l'autre côté, Miss répond à l'appel et salue d'un air endormi son interlocuteur. Pendant ce temps, Dan sort de la douche, essuie ses cheveux mouillés et entend une voix venant de la pièce. La jeune fille sursaute brusquement, demande pardon à son interlocuteur et lui dit qu'elle court déjà. Après s'être rapidement habillée et attrapé ses affaires, Amanda regarde autour d'elle pendant qu'elle court et ne comprend pas ce qu'elle fait encore dans l'hôtel. En entendant le bruit de la porte qui claque, Dan se demande avec colère à qui Amanda parlait si gentiment. L'homme bouillonne simplement de rage. Comment cette fille ose-t-elle s'enfuir sans dire un mot? Amanda passe devant le bar où Tom répond à un appel de son patron. Le président ordonne à sa secrétaire de lui amener immédiatement Miss Smith.
Tom sort en courant de l'hôtel, pensant que quelque chose a dû se passer entre ces deux-là, car ils n'ont pas quitté la chambre de la soirée. Finalement, la secrétaire remarque Miss Smith près de la fontaine, qui court vers un jeune homme. En montant dans la chambre de Monsieur Walsh, Tom constate que le patron est de très mauvaise humeur. Le secrétaire rapporte avoir vu Miss Smith à côté de la fontaine, littéralement à quelques mètres de l'entrée. Le président est alors stupéfait d'apprendre que la jeune fille n'était pas seule, mais avec un homme. Dan frappe du poing sur la table avec colère et demande si l'homme pourrait être un employé de l'hôtel. Tom dit que le gars était vêtu de vêtements décontractés et qu'en plus, il n'avait pas plus de 20 ans, il est donc peu probable qu'il travaille à l'hôtel. La secrétaire ajoute également que malgré le grand nombre de personnes autour, Miss Smith et le jeune homme se sont embrassés. Walsh se frotte le menton pensivement et ordonne à Tom d'obtenir des informations sur ce jeune homme. Confus, Monsieur Jones dit que si le patron envisage de travailler avec Madame Smith, il devrait la traiter comme une employée ordinaire. Dan prépare du thé et demande que Tom semble en savoir beaucoup sur la boisson. Le président invite l'homme à imaginer la situation comme si le secrétaire marchait le long de la montagne et trouvait, par pur hasard, de très bonnes feuilles de thé. Tom lave les feuilles qu'il a soigneusement collectées, traite et prend soin de chaque feuille avec soin. Le secrétaire attend avec impatience le jour où il pourra pour la première fois préparer une tasse de thé. Cependant, de nulle part, un homme apparaît et prend tout le thé de Tom, ce qu'un homme devrait faire dans un tel cas. L'assistant est tellement perdu dans ses fantasmes qu'il frappe de la main sur la table et déclare qu'il va immédiatement courir après le voleur et lui faire payer le vol. Le patron regarde la tasse d'un air penaud et dit que le thé de haute qualité de Dan Walsh a été infusé pour la première fois hier soir. Miss Smith s'est avérée être la même voleuse qui a bu ce thé et s'est enfuie sans dire un mot. Tom est choqué par l'information reçue, il s'avère que Miss Amanda l'a volé au patron la première fois. Dan dit avec un sourire qu'il aime l'idée d'une vengeance à base de thé et prévoit de la laisser infuser un moment. Allongée dans sa chambre, Amanda se croit complètement folle, puisqu'elle a réussi à s'évanouir dans la chambre de son patron. L'image de Monsieur Walsh allongé sur le lit apparaît dans la tête de la jeune fille. La jeune fille se serre la tête de désespoir et ne peut pas comprendre d'où viennent de tels fantasmes dans son cerveau. Le téléphone sonne et Miss Smith, voyant que son amie Nora appelle, répond lentement. Un ami demande avec un sourire si tout va bien pour Amanda. Selon les rumeurs, la fille en a eu trop hier. Nora entend avec intérêt la voix étrange de son amie et dit que quelque chose a dû se passer. Amanda dit avec mélancolie ce que Nora ferait si elle couchait avec son patron, mais ne s'en souviendrait de rien. Un ami demande avec peur si la fille est devenue folle, car elle dit de telles bêtises tôt le matin. Soudain, Nora déclare que si Amanda n'est pas occupée, alors elle l'attend à l'hôtel Equil, car elle a une conversation. Amanda supplie son amie de se retrouver n'importe où, mais pas dans cet hôtel, mais Nora dit qu'elle l'attendra sur la terrasse d'été et se déconnecte. Terry entre dans la pièce et demande avec crainte pourquoi sa sœur est en colère. Amanda regarde gentiment son frère et lui assure que tout va bien et qu'elle n'est pas du tout en colère. La jeune fille tapote la tête du jeune homme et lui propose d'aller cuisiner une omelette, son frère doit avoir faim. Amanda place une assiette devant Terry, à laquelle le gars commence à taper dans ses mains avec délice. Mettant ses lunettes, Miss Smith regarde nerveusement autour d'elle, espérant qu'elle ne pourra pas rencontrer Dan ici. Nora arrive et appelle son amie, ce qui lui fait peur et lui donne un tic nerveux. Amanda enlève ses lunettes avec lassitude et demande de quoi Nora voulait lui parler. La jeune fille sort des papiers et dit que leur société de médias lance un nouveau projet. Surprise, Amanda apprend qu'un ami suggère d'utiliser Terry comme modèle. Nora boit du thé et dit que leur proposition est une excellente occasion pour le jeune homme de s'adapter à la société. Amanda note que pour une entreprise spécialisée dans le concept d'innocence et de pureté, un homme de 20 ans qui voit le monde à travers les yeux d'un enfant de 6 ans conviendrait. Nora sourit et dit que Terry peut être mannequin simplement parce qu'il est beau. Un ami assure que c'est une grande opportunité pour un jeune homme, même s'il regarde le monde à travers les yeux d'un enfant, mais il existe désormais de nombreux enfants acteurs qui font un excellent travail. Après avoir entendu qu'Alan voulait être le photographe de Terry, Amanda accepte d'y réfléchir. Nora dit avec un sourire que Terry lui-même a dit qu'il voulait essayer. La journaliste raconte qu'elle en a discuté avec son petit ami hier alors qu'Amanda elle-même était dehors toute la nuit. Nora regarde son amie et remarque qu'Amanda ne peut pas mentir, car ses yeux la trahissent immédiatement. Amanda essaie de paraître le plus honnête possible, mais ses yeux commencent à courir perfidement d'un côté à l'autre. Nora déclare qu'à en juger par l'étrange question de la jeune fille, c'est elle qui a passé la nuit dernière avec son patron. Sachant qu'Amanda travaillera à l'hôtel, l'ami se demande de qui parlait la fille, le directeur ou quelqu'un de plus haut placé.
Amanda explose et crie avec colère que son amie a raison sur tout. La jeune fille rougit et murmure à son amie qu'elle a passé toute la nuit avec son patron, mais ne se souvient pas s'il y avait quelque chose entre eux ou non. Nora demande combien Amanda a bu auparavant, et son amie admet timidement qu'elle a bu au moins 10 shots. Soudain, la journaliste demande à son amie surprise si elle emporte avec elle l'objet qu'elle a reçu d'elle en cadeau. Amanda dit pensivement qu'elle porte un stylo enregistreur avec elle tous les jours, mais qu'elle l'a complètement oublié. La jeune fille tient le stylo dans sa main, hésitant à l'allumer, mais Nora dit de manière décisive qu'il vaut mieux tout savoir avec certitude. Amanda dit désespérée qu'elle ne se souvient de rien et qu'il vaudrait peut-être mieux ne rien savoir. Nora enlève habilement le stylo et dit que les pleurnicheries de son amie sont tout simplement ennuyeuses. Le journaliste appuie de manière décisive sur le bouton, le cœur d'Amanda se met à battre plus vite. Soudain, Dan Walsh apparaît derrière Amanda et demande avec intérêt ce que la fille fait ici. Une fille incroyablement embarrassée salue un homme et lui demande bêtement comment il va. C'est à ce moment que la poignée s'allume, d'où de forts gémissements commencent à se faire entendre. Pas du tout gênée, l'amie tend une carte de visite et dit qu'elle s'appelle Nora Adams, qu'elle est journaliste et aussi la meilleure amie d'Amanda. Dan sourit joyeusement, se présente comme le président de l'hôtel Hill et déclare qu'il entretient une relation privilégiée avec Miss Smith. Amanda dit timidement à son ami que c'est Monsieur Walsh qui s'est occupé de son travail dans cet hôtel. Dan murmure à l'oreille de la jeune fille qu'il l'attendra dans la même pièce où ils se sont rencontrés hier. L'homme dit poliment au revoir aux filles et dit qu'il doit y aller. Nora pousse son ami sur le côté en riant et lui dit que cette fois, elle a choisi un gars formidable. L'ami montre ses mains à Amanda et déclare que cela vaut vraiment la peine d'entendre Amanda gémir. La jeune fille, horrifiée, essaie de prendre le stylo de son ami, mais elle ne fait que rire en réponse. Soudain, les filles sont interrompues par Monsieur John et disent que Monsieur Walsh lui a dit d'escorter Miss Smith. L'homme se présente poliment à Nora et lui dit de lui faire savoir si elle décide de visiter leur hôtel. Amanda voit comment les jeunes se regardent et pense avec irritation que son amie tombe amoureuse en 3 minutes. La jeune fille pousse Tom vers la sortie et déclare que le président n'aime probablement pas être en retard. La secrétaire emmène la jeune fille dans sa chambre et lui demande d'attendre un peu, Monsieur Walsh viendra bientôt. Amanda entre dans la pièce et pense qu'elle a déjà commencé à s'y habituer. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre, une jeune fille sort et regarde Miss Smith avec surprise. Amanda décide qu'elle a confondu les chiffres, s'excuse auprès de la fille et court vers la sortie. Soudain, la jeune fille sourit et dit que Miss Smith devrait être devant elle, qui célébrera leur mariage. Amanda se retourne avec horreur et essaie de comprendre de quel genre de mariage il parle. La porte s'ouvre et Dan entre dans la pièce. Amanda commence à réaliser quel genre de mariage la jeune fille avait en tête. Miss Smith s'assoit sur le canapé et pense avec colère que malgré sa fiancée, Monsieur Walsh s'amuse beaucoup la nuit. Dan dit à Anna qu'elle n'a pas à s'inquiéter car Amanda est la meilleure pour des situations comme celle-ci. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité, se demandant de quel cas similaire il parle. Amanda se souvient du mariage d'hier, apparemment c'est le genre de cas dont parle le président. Anna dit qu'elle a entendu parler du récent incident et pense que Miss Smith est vraiment compétente dans sa profession. Walsh dit joyeusement à Anna que personne ne devrait voir la robe de mariée avant la cérémonie. Amanda regarde Dan avec désespoir. Comment peut-il si calmement demander à la fille avec qui il a couché d'organiser son mariage? La jeune fille se demande douloureusement si elle doit choisir la voie de la justice ou devenir l'esclave du capitalisme. Amanda imagine comment elle va sauter et dire juste devant Anna que la nuit dernière, ce salaud était dans le même lit qu'elle. Miss Smith se persuade de se lever et de dire à sa chère Anna la vérité sur son fiancé. La jeune fille se lève et commence à parler du mariage, mais la porte s'ouvre à nouveau et Anna regarde joyeusement la personne qui entre. Arthur, un acteur célèbre, entre dans la pièce, les bras grands ouverts. Arthur s'excuse d'être en retard et explique qu'il a été arrêté par des journalistes. Amanda se rend alors compte que le fiancé d'Anna n'est pas du tout Monsieur Walsh. Dan regarde Miss Smith avec un sourire et lui demande ce qu'elle voulait dire à propos du mariage. Toute la compagnie regarde Amanda avec attente et elle pense qu'elle s'est retrouvée une fois de plus dans une situation ridicule. La jeune fille dit de manière décisive que c'est son premier mariage en tant qu'employée d'hôtel et qu'elle est toute nerveuse à cause de cela. Anna déclare que Miss Smith est très honnête, c'est pourquoi elle souhaite lui confier son mariage. Dan remarque qu'il est temps pour le couple de partir et leur conseille de faire attention aux journalistes. Les jeunes partent, Walsh dit calmement qu'Anna est sa parente éloignée et que toute la famille est contre son mariage avec l'acteur Arthur. Le président dit que la célébration sera secrète, donc tout doit rester secret. Amanda hoche la tête en silence. Dan dit qu'il enverra à la fille le numéro du manager d'Arthur, la fille hoche également la tête en silence. Walsh demande si la fille veut coucher avec lui, Amanda acquiesce silencieusement, puis regarde l'homme avec horreur.
Miss Smith dit timidement qu'elle a mal compris quelque chose, mais Dan lui assure qu'elle a bien entendu. Le patron dit avec un sourire suffisant que la jeune fille était très clairement jalouse de lui. Amanda admet qu'elle pensait qu'Anna était sa fiancée et qu'elle voulait sincèrement la prévenir. La jeune fille marmonne de façon absurde que la nuit dernière, c'était sa première fois et que cela devrait en fait être important pour elle. Dan interrompt ses marmonnements et demande, confus, s'il n'a pas répondu aux attentes de la fille hier soir. Amanda fait tournoyer ses doigts avec embarras et dit qu'elle a commis une énorme erreur et demande pardon. Walsh croise les bras et demande si Miss Smith sait pourquoi il l'a choisie. Amanda reste silencieuse et le patron dit que tout cela est dû à la capacité de la fille à gérer rapidement des situations difficiles. Soudain, Dan demande si la fille est sûre qu'elle ne tombera pas amoureuse de lui s'il décide de la séduire. Amanda baisse la tête et dit qu'elle en est absolument sûre. La jeune fille relève la tête et déclare que les relations amoureuses n'ont pas leur place dans son monde. Le soir, Terry mange joyeusement du poulet et demande pourquoi papa ne mange pas avec eux. L'homme répond qu'il a déjà déjeuné au café et souhaite bon appétit à son fils. Perdu dans ses pensées, pioche langoureusement son assiette avec sa fourchette. La récente conversation de la jeune fille avec Walsh et son apparence sûre d'elle lui traverse l'esprit. Amanda frappe bruyamment ses poings sur la table et crie que ce soit la première fois ou non, elle ne devrait pas en être tenue responsable. En colère, déchiquette le poulet et dit que sans ce foutu argent, elle ne se serait jamais retrouvée dans cette situation. Terry marmonne qu'il ira certainement chez Alan pour une séance photo et gagnera de l'argent pour sa sœur. Amanda calme son frère en disant qu'elle est juste fatiguée et qu'ils doivent aller jouer avec Teddy. Le frère embrasse sa sœur et dit qu'il est très heureux qu'elle n'aille nulle part aujourd'hui. Un jour après la mort de sa mère, un médecin a dit à Amanda que l'âge mental de Terry était bloqué à 6 ans. « Ma sœur ne comprend pas comment cela s'est produit, car mon frère était sur le point d'entrer au lycée. » Le médecin explique que Teddy a un trouble de la mémoire dû au choc, il y a une chance qu'il s'en remette, mais c'est une question de temps. Chaque jour, Terry avait de plus en plus de mal à lire et à se souvenir des noms des choses. S'occuper de son frère incombait entièrement à Amanda, car son père était occupé au café. La fille met son frère au lit et s'assoit avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, et le jeune homme, comme avant, appelle sa mère dans son sommeil. Amanda ne croit toujours pas avoir accepté de travailler à l'hôtel, car lorsqu'elle était indépendante, elle avait plus de temps pour s'occuper de son frère. Le téléphone émet un bip, la jeune fille ouvre le message reçu et regarde l'écran avec étonnement. Le président Walsh demande si Amanda dort ou pas encore, la jeune fille, paniquée, n'arrive pas à décider si elle doit répondre. Sans attendre de réponse au message, Dan décida d'appeler Miss Smith. Réalisant qu'elle ne pourra pas s'enfuir, Amanda répond à l'appel et salue poliment son patron. En entendant la voix de son interlocuteur, l'homme demande pensivement pourquoi elle est si essoufflée. Incapable de penser à quelque chose de mieux, Amanda répond qu'elle s'entraînait et demande ce qui s'est passé. Avant qu'elle ait eu le temps de recevoir une réponse, la jeune fille entend son frère l'appeler très fort depuis la pièce. En entendant une étrange voix masculine, Monsieur Walsh se tend visiblement. Ne comprenant toujours pas qui est l'invité d'Amanda, l'homme regarde le téléphone avec surprise, la jeune fille a raccroché. Walsh s'effondre sur le lit et pense avec lassitude qu'Amanda le frappe, mais on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Debout sous la douche, Dan rejoue dans sa tête divers épisodes impliquant la jeune fille et se rend compte avec irritation qu'il est jaloux d'elle. Le lendemain matin, Monsieur Kant présente Amanda à l'équipe de direction et l'informe qu'elle travaillera désormais comme organisatrice de mariage. Amanda salue tout le monde joyeusement et dit qu'elle a hâte de travailler ensemble. Les jeunes accueillent la jeune fille avec joie et espèrent que leur équipe deviendra encore plus productive. Jack regarde Miss Smith avec un sourire et dit que nous devrions d'abord réfléchir à la façon dont elle est soudainement entrée dans l'équipe. Kant déclare que les salutations sont terminées, que le président entrera en fonction dans une semaine et que tout doit donc être soigneusement vérifié. Alice montre à Amanda son lieu de travail et dit joyeusement qu'elles vont s'asseoir l'une à côté de l'autre. Jacques tapote l'épaule de la fille et dit avec un sourire que puisqu'elle est nouvelle, elle devrait commencer à réserver. Amanda a passé la moitié de la journée en conversation téléphonique pour préparer le mariage secret d'Anna. Alice pose un verre sur la table de la jeune fille et lui propose de faire une petite pause café. Le manager junior dit que Jacques est le gendre du vice-président et qu'il n'est arrivé ici que grâce à ses relations. La fille dit que Jacques est sûr que Miss Smith a été promue ici et il a même essayé de découvrir qui la promouvait. Amanda s'étouffa avec son café lorsqu'elle apprit que l'une des versions de son arrivée était qu'elle avait séduit le président. Miss Smith pense qu'elle a couché avec Dan après avoir accepté le poste, donc techniquement, cela ne compte pas. Alice prévient Amanda de faire attention car Jacques essaiera de lui faire du mal par tous les moyens. Soudain, le téléphone interne sonne et le mot amour s'affiche sur l'écran. Après avoir répondu au téléphone, Amanda, gênée, dit qu'elle s'adressera immédiatement à Monsieur Walsh.
Alice dit avec étonnement que c'est la première fois qu'elle voit un tel numéro interne et demande à qui il appartient. Amanda dit qu'elle est appelée chez le président pour signer un contrat. Alice décide que c'est ainsi que le numéro de Monsieur Walsh est enregistré sur tous les téléphones internes. Amanda sort dans le couloir et pense sarcastiquement qu'Alice sera pire que le manager Jack. La jeune fille se trouve au numéro 206, quand soudain son téléphone se met à sonner. Quand Dan demande pourquoi il ne l'a pas encore, Amanda dit qu'elle vient d'appeler la chambre, mais personne n'y a répondu à sa place. Walsh dit avec un sourire que les rénovations du bureau du président ont été achevées hier et que Miss Smith a été appelée sur place. Tom tend un dossier à la fille et dit qu'ils discuteront plus tard du montant du salaire annuel et que ce contrat sera le début de leur coopération. Monsieur Walsh se tourne vers la secrétaire et demande à être laissé seul avec Miss Smith. Soudain, Tom dit d'un air penaud que le président devrait revenir au contrat une fois que ses hormones seront revenues à la normale. Amanda regarde la secrétaire avec étonnement et conclut qu'elle a des hallucinations auditives. Dan est incroyablement embarrassé et dit à Tom qu'il n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Monsieur Jones, embarrassé, dit que le président a appelé ce matin et que cela avait quelque chose à voir avec Monsieur Walsh et Madame Smith. Dan soupire profondément et le secrétaire dit que le président a l'intention de rendre visite au président. Amanda se rend compte que Tom parlait justement d'elle aussi. À ce moment, les employés de l'hôtel s'inclinent avec respect et saluent le président. Amanda signe le contrat à la hâte, dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle partira probablement. La jeune fille s'approche de la porte et remarque soudain des ombres derrière elle et entend des voix. Miss panique et pense qu'elle doit se cacher. Si le président la voit ici, alors elle aura des ennuis. Soudain, Dan attrape la main de la jeune fille et la cache brusquement derrière son large dos et lui dit de ne pas trembler. Le président entre dans le bureau et s'arrête en face de Walsh. Donald Walsh regarde Dan et dit qu'il doit être un homme très occupé. Amanda tremble derrière Dan et il dit calmement que de nombreux problèmes nécessitent son attention. Le président baisse les yeux et remarque que, pour une raison quelconque, il y a 2 paires de jambes devant lui. Soudain, Donald demande si son petit-fils l'ignore simplement parce qu'il est déjà à la retraite, et si ce n'est pas le cas, il aimerait dire bonjour à celui qui se cache derrière lui. Amanda court en avant, s'incline profondément et se présente en disant qu'elle fait partie de l'équipe des événements. Ce que la jeune fille a appris en organisant des mariages pour les riches, c'est qu'ils se considèrent supérieurs aux autres et que la communication avec de simples mortels leur est inférieure. Amanda écoute le silence, mais en réalité elle aimerait que le président lui crie dessus, exigeant de laisser son petit-fils tranquille. Soudain, Donald sourit et demande si la fille sort avec son petit-fils. Amanda agite la main et dit que c'est une sorte de malentendu, elle est venue ici uniquement pour des raisons professionnelles. La jeune fille regarde Dan qui, pour une raison quelconque, rougit et reste obstinément silencieux. L'aîné Monsieur Walsh sourit et dit qu'ils devraient tous dîner ensemble. Dan demande quand il serait pratique pour Amanda d'aller dîner, mais la fille rapporte qu'il lui est difficile de trouver du temps libre le soir. La jeune fille rapporte que les problèmes sont liés à ses affaires personnelles et qu'elle n'aimerait pas en parler. Walsh sourit et déclare que selon la première clause du contrat, Miss Smith est obligée d'informer Monsieur Walsh de toutes les actions nécessaires. Amanda feuillette le contrat en panique et pense qu'elle aurait dû le lire attentivement avant de le signer. Dan dit avec suffisance que tout est une question de confiance, il lui emprunte une grosse somme et ne veut pas que la fille s'enfuie. Amanda est confuse et demande ce qui se passera si elle veut rompre le contrat. Walsh répond qu'il n'y aura alors pas d'argent, mais que si toutes les conditions du contrat sont remplies, le coût du diadème sera entièrement payé. L'homme remarque que, quoi qu'il en soit, Miss Smith a été la première à le toucher. Après un moment de silence, Dan dit qu'Amanda a touché son corps, sa fierté, son désir de gagner et finalement son cœur. Amanda a eu du mal à ouvrir les yeux, ne sachant pas où elle se trouvait ni ce qui se passait. Dan agite sa main devant le visage de la fille et lui demande si elle va bien. Amanda déclare que Monsieur Walsh est tout simplement beau et l'embrasse. En observant l'expression de la jeune fille, Walsh se rend compte que la mémoire d'Amanda commence à devenir plus claire. Dan change de sujet et demande si Amanda va bien au travail, la fille répond que l'équipe est très sympa. Le président rapporte que si la jeune fille est gênée par quelque chose, elle devra l'en informer immédiatement. En regardant le visage perplexe de la jeune fille, Dan dit qu'ils ne font que commencer, donc les moments gênants sont tout à fait acceptables. Walsh rapporte que le président est très persistant et que la jeune fille ne pourra donc pas sortir du dîner. Le soir, Amanda quitte le bâtiment et pense que cette longue journée est enfin terminée. La jeune fille se souvient du contrat stupide et se rend compte que tous ses ennuis sont dus à cette foutue tiare. Une voiture s'arrête devant Miss Smith et klaxonne. Dan sort du siège du conducteur, tend la main à Amanda et l'invite à monter dans la voiture en lui disant qu'il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur.
Peu importe à quoi vous ressemblez, mais selon les statistiques, lors de la prise d'une décision importante, le hasard joue un rôle bien plus important que les décisions rationnelles. C'est pourquoi il est si important d'échanger des émotions lors des négociations, car grâce à elles, vous pouvez créer la bonne ambiance. Amanda se demande ce que Dan peut obtenir s'il gagne, s'attend-il vraiment à avoir son cœur? La voiture franchit le portail et ralentit devant un luxueux manoir éclairé par des lumières. Le président accueille joyeusement les invités et espère qu'ils sont arrivés sans problème. Amanda salue l'homme et dit que le voyage s'est bien passé. Donald sourit, montre la salle à manger et invite les jeunes à table. Le serveur sert du vin et le président demande à Amanda s'il est vrai que la jeune fille a récemment travaillé dans leur équipe. Soudain, l'homme s'excuse d'avoir posé des questions, propose d'abord de dîner, puis de poursuivre la conversation. Tom entre dans la pièce, s'excuse pour l'intrusion et dit qu'il y a des problèmes urgents avec l'acquisition d'un nouvel hôtel. Dan part, le président demande à Amanda s'il peut lui parler franchement, la jeune fille acquiesce par l'affirmative. Donald dit que Dan a l'habitude de se battre pour ce qu'il aime depuis son enfance. Un jour, alors qu'il était écolier, le jeune homme a essayé un plat lors d'une fête et en est tout simplement tombé amoureux. Dan a mangé ce plat 3 fois par jour pendant 10 mois entiers, comme s'il en était obsédé. Donald fait remarquer que si son petit-fils aime quelque chose, il ne reculera devant rien. Amanda écoute l'homme avec confusion et se rend compte que, comme elle s'y attendait, ce n'était pas une impulsion momentanée. Le président dit que la passion pour la nourriture ne pourrait pas nuire à un homme, mais que les gens sont une toute autre affaire. La jeune fille sursaute lorsque Donald lui demande s'il est vrai que son frère a des problèmes de santé mentale. En joignant les mains, Amanda dit que Terry n'a plus de problème maintenant, il vit sa vie et vaque à ses occupations quotidiennes. Le président rapporte qu'il a tout ce qu'une personne peut souhaiter et qu'il peut aider Amanda et sa famille. L'homme demande à Amanda comment elle aimerait conclure un accord avec lui. La jeune fille demande prudemment au président comment il va exactement l'aider. Donald remarque que, comme on lui l'a dit, la jeune fille a le sens des affaires. L'homme dit qu'il peut donner à Amanda tellement d'argent qu'elle et son frère en auront assez pour le reste de leur vie. Miss Smith demande pourquoi le président lui suggère tout cela. Donald dit que maintenant tous les regards sont tournés vers Dan, la fusion hôtelière, c'est une période d'essai pour lui en tant que président et il n'a pas eu une seule faiblesse auparavant. La fille regarde directement Donald et lui demande s'il veut dire que c'est elle qui est devenue un faible pour Dan. Le président dit que, même si c'est triste pour lui de l'admettre, c'est exactement comme ça. Amanda est surprise d'apprendre que si elle n'accepte pas l'accord, Donald lui donnera la vie dure. La jeune fille pense tristement que l'homme dit des choses si terribles juste pour qu'elle quitte son petit-fils. En fait, il n'y a aucune relation entre la fille et Dan. Amanda, en principe, ne comprend pas comment elle pourrait le contacter. Donald sourit joyeusement, réalisant que la fille est d'accord et dit qu'elle doit prendre soin de son petit-fils. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité et il explique que son petit-fils est tombé amoureux pour la première fois. Le président dit que Dan a beaucoup de défauts et qu'il est parfois terriblement stupide, mais Amanda devrait essayer d'établir de bonnes relations avec lui. Donald note que son petit-fils sera furieux s'il découvre cette conversation et demande à la jeune fille de tout garder secret. Amanda comprend que, pour faire simple, tant que la fusion hôtelière n'est pas terminée, elle ne peut pas nouer de relation avec Dan. Avec l'aide du président, le contrat d'Amanda et Dan sera annulé, mais il y a un problème. Le demi-million de dollars que donne le président est le prix de la tiare perdue, et le demi-million que donne le président est le prix des sentiments humains. Amanda demande fermement à Donald de lui laisser le temps de réfléchir. Un jeune homme entre dans la pièce et demande pardon aux personnes présentes pour son retard. Un jeune homme intéressant apparaît devant Amanda, qui se présente comme Sean et dit qu'il est très heureux de vous rencontrer. L'homme dit qu'il attend depuis longtemps de rencontrer la fille, mais Amanda le regarde avec une totale perplexité. Au même moment, Dan retourne dans la salle à manger, visiblement mécontent du nouvel ajout à l'entreprise. Il y a clairement une animosité entre les deux gars, ce qui n'est pas encore clair pour Amanda. Dan s'approche d'Amanda et lui dit que des problèmes urgents sont survenus et qu'ils devront quitter le dîner. Les jeunes disent précipitamment au revoir à tout le monde et quittent le manoir. Sur le chemin de la maison, Amanda regarde Dan et demande ce qui s'est passé au dîner, ce à quoi l'homme dit qu'il n'a pas à répondre. La jeune fille note avec frustration que Dan était gentil et poli, ses sentiments se sont-ils vraiment calmés si rapidement? Amanda souligne qu'ils auraient facilement pu sauter le dîner, alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? La jeune fille apprend avec colère qu'en fait Walsh espérait que grâce au dîner, il pourrait au moins temporairement se débarrasser de l'attention particulière de son grand-père. Amanda reste offensée et silencieuse. Au bout d'un moment, Dan dit que, de toute évidence, la fille l'a mal compris. Le président dit que la jeune fille a déjà travaillé avec des personnes similaires et sait comment les traiter, et la remercie pour le fait qu'il n'y a eu aucun problème lors du dîner.
Amanda se dit qu'elle était stupide de s'attendre à ce que prendre soin des autres puisse combler le vide dans son cœur. La jeune fille s'assoit sur le lit, ne lâche pas le téléphone, et rejoue dans sa tête tout ce qui s'est passé entre elle et Dan. Amanda se couche et pense tristement que 2 semaines se sont écoulées depuis le dîner et qu'elle n'a pas reçu un seul message de son patron. La jeune fille relit une fois de plus le message précédent de Walsh, le téléphone lui échappe des mains et lui tombe sur le visage. Amanda saisit son téléphone et regarde avec horreur le message qu'elle a accidentellement envoyé. Soudain, le téléphone se met à sonner et le numéro de Dan est identifié. Amanda répond au téléphone avec embarras, la voix de Walsh sans plus tarder lui dit de sortir. L'homme dit qu'il veut la rencontrer et qu'il se rendra chez elle dans 15 minutes. La jeune fille comprend que si elle refuse le rendez-vous maintenant, elle va tout gâcher complètement. En se regardant dans le miroir et en voyant sa tête sale et ses vieux vêtements, Amanda pense que 15 minutes ne lui suffisent clairement pas. Pendant ce temps, Dan conduit la voiture, regarde par la fenêtre et pense joyeusement que Miss Smith voulait enfin le rencontrer. Walsh dit à Tom de transférer tous les appels sur son téléphone personnel car il se rend à une réunion importante. Le secrétaire se demande ce qui pourrait être plus important que la prochaine conférence avec l'une des succursales de l'hôtel. La voiture s'arrête devant la maison de Miss Smith et Dan l'appelle et lui dit qu'il est temps de sortir. Les jeunes conduisent en silence, Amanda pense que Dan est très occupé. Après être entré dans le parking souterrain, Walsh ouvre poliment la porte à la jeune fille et l'informe qu'ils sont venus chez lui pour le dîner. La fille sort maladroitement de la voiture, sa jambe se tord et Amanda vole en avant, attrapant désespérément l'homme. Walsh tient les mains d'Amanda et remarque à quel point elles sont froides, disant qu'elle pourrait avoir des problèmes de circulation sanguine. Miss Smith répond que le gars est très observateur et que ses mains et ses pieds sont froids même pendant l'été chaud. Walsh conduit la fille à l'entrée et dit que les ramen chauds sont parfaits pour se réchauffer. Le couple entre dans l'ascenseur, Amanda est heureuse de constater que Dan ne lui a pas lâché la main. Dans l'appartement, la fille regarde autour d'elle avec intérêt, c'est très spacieux et incroyablement chic. Remarquant que Dan s'apprête à cuisiner, Amanda prend l'initiative, déclarant qu'elle est une très bonne cuisinière. Au bout d'un moment, le couple regarde le plat avec surprise, la jeune fille dit avec embarras qu'elle a mélangé tout ce qu'elle a trouvé dans le réfrigérateur. Amanda dit que demain est le grand jour du président et que pour bien paraître, il ne faut pas trop manger le soir. Soudain, Miss Smith regarde Walsh et demande sans détour si le dîner n'était qu'une excuse. Dan verse du thé aux fleurs et Amanda, le regardant, remarque à quel point le gars est calme. Walsh affirme que l'entreprise a commencé la construction de l'un des plus grands hôtels de l'île de Wando. Les yeux d'Amanda s'illuminent d'intérêt et elle demande quelle sera la taille de la salle de banquet. Dan verse du thé et dit que la salle sera immense, mais que le bâtiment est encore en construction, nous devrons donc y aller. Miss Smith pense que si la salle est immense, il faudra alors une personne distincte pour y organiser le travail. Le gars regarde la fille et pense que lorsqu'il est à côté d'elle, il lui est difficile de rester dans le cadre d'une relation de travail. Dan se lève et dit que si Miss Smith a fini son thé, il la ramènera à la maison. Debout dans le couloir, Amanda se retrouve très proche d'un homme qui la dévisage. Soudain, Dan prend doucement la jeune fille par le menton et rapproche son visage d'elle. Un instant plus tard, les jeunes s'embrassent complètement, oubliant tout et tout le monde. L'ampoule s'éteint, Amanda s'accroche plus fort à Dan et pense qu'elle est vraiment désolée de ne pas se souvenir de leur nuit. Soudain, la lumière se rallume, la jeune fille reprend ses esprits et repousse doucement l'homme. Dan se tient très près et demande doucement si la fille veut vraiment partir. Amanda comprend qu'un peu plus longtemps et elle ne pourra certainement pas partir, alors elle dit de manière décisive qu'elle doit rentrer chez elle. Le couple entend des bruits étranges juste devant la porte d'entrée. Dan ouvre la porte de manière décisive et demande avec colère qui est là. Il y a une femme debout sur le seuil qui dit qu'elle a besoin de la signature de Monsieur Walsh en tant que propriétaire de l'appartement. Sans écouter la fin, Dan lui tend la main et exige qu'on lui remette les documents. Après avoir signé les papiers, le couple se dirige vers l'ascenseur, embarrassé, sans prêter attention à la femme. Dans l'ascenseur, Dan remarque qu'Amanda s'est couvert le visage avec ses mains et qu'elle tremble de partout. Walsh demande pardon à la jeune fille pour le fait que la dame a été très sans cérémonie et promet que cela ne se reproduira plus. Amanda rit de façon incontrôlable et dit que le président est très mignon quand il est gêné. Dans la voiture, Dan, perplexe, demande si Miss Smith le trouve vraiment mignon. La jeune fille explique qu'elle vient de remarquer que lorsque Dan est confus, il a l'air très drôle. Le téléphone d'Amanda sonne. Elle répond à l'appel et demande à Terry pourquoi il est réveillé. La jeune fille dit qu'elle est allée au magasin pendant un moment et qu'elle rentrera bientôt chez elle. Miss Smith regarde son patron et ne comprend pas pourquoi son humeur a si radicalement changé. Monsieur Walsh se tourne vers Amanda et demande avec méfiance qui est Terry. La jeune fille tourne le visage de l'homme vers elle et lui dit qu'il a besoin de se calmer et qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. Voyant la voiture approcher,
Terry sort joyeusement et agite les bras. La sœur regarde son frère avec étonnement et lui demande pourquoi il est sorti nu par temps si froid. Amanda pousse son frère vers la maison et il demande pensivement qui était ce type à côté d'elle. La jeune fille regarde par la porte, fait signe à Dan et lui souhaite un bon voyage. Amanda se retourne vers la porte et pense que plus tard, elle pourra parler à Dan de son étrange relation avec son frère. La jeune fille regarde une dernière fois autour d'elle et se demande si elle pourra un jour révéler tous ses secrets à son patron. Un grand nombre de journalistes se sont rassemblés lors de la cérémonie d'investiture du président Dan Walsh. Dan s'approche du micro et dit que peu de gens ont aimé son retour et qu'il ne sait pas comment s'élever aux yeux de ces gens. Il a pourtant le pouvoir de faire de la chaîne hôtelière et qu'il la meilleure au monde, et il demande à ses collaborateurs de le soutenir dans ce domaine. Monsieur Walsh affirme que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pourront atteindre des sommets. Amanda applaudit le discours de Dan et pense que son beau visage fait désormais le jeu de ses mains. Alice apparaît soudainement à proximité et dit que leur président est un très bel homme et qu'il a même des fans. Sean s'approche de Dan, lui serre la main et lui dit que le président est incroyable. Amanda regarde Sean avec méfiance, se souvenant du dîner, il y a une nette hostilité entre les hommes. La jeune fille se tourne vers Alice et lui demande qui est l'homme à côté du président Walsh. Alice dit que Sean est le vice-président de la société. Amanda est confuse et dit qu'elle ne l'a pas vu sur la liste des invités. Le manager junior dit que Sean n'est venu que pour la presse, aucun grand événement n'est complet sans lui. Alice remarque qu'à un moment donné, Sean lui-même visait le poste de président de la société. Mais soudain, Monsieur Deng est revenu de l'étranger et depuis lors, tous les regards se sont tournés uniquement vers lui. Monsieur Walsh parle aux membres du conseil d'administration pendant qu'il cherche Madame Smith dans la pièce. Alan s'approche d'Amanda. La fille le salue joyeusement et lui demande si le tournage est terminé. Le photographe invite la jeune fille à se rapprocher, il lui montrera des photos de la séance photo. Alan dit que Terry se sentait détendu devant la caméra et il est sûr que ce gars a un réel talent. Amanda regarde fièrement les photos de son frère et dit qu'il est tout simplement magnifique. Une voix froide se fait entendre à côté des jeunes, demandant qui est ce magnifique. Un Dan irrité se tient devant Amanda. Tom est visiblement nerveux derrière lui. Walsh regarde Alan et remarque qu'il est un invité fréquent de son hôtel. Le jeune homme dit qu'il y a eu une séance photo de mariage et qu'il est, comme Amanda, responsable de ses clients jusqu'au bout. Amanda se tourne vers Alan, ignorant son patron, l'invité à aller prendre un café. La fille tire le gars par la main et dit que les photos sont superbes et qu'elle les paiera. Lors de la réunion, Monsieur Kant révèle que l'hôtel a commencé à accueillir de nombreux autres événements. Le gérant déclare qu'il s'attend à une augmentation des bénéfices car il a commencé à organiser des événements en semaine. Kant note que grâce à Miss Smith, le nombre de candidatures à des événements a considérablement augmenté. Dan n'a pas dit un mot pendant tout ce temps, le manager demande anxieusement si tout va bien. Walsh regarde Amanda d'un air menaçant, mais la fille se détourne ostensiblement de lui. Assis au bureau, Dan se souvient d'Alan avec irritation, il est un Walsh et n'a pas l'habitude de perdre. Le manager Kant entre dans le bureau, Dan le regarde et déclare qu'il a besoin de son aide. Le patron dit qu'il se rend sur l'île de Wando cet après-midi et qu'il a besoin de l'aide de Miss Smith. Le président dit que lui et Amanda vont partir, il a donc besoin de la permission de Kant en tant que chef du département. Kant s'excuse auprès de Miss Smith que tout est changé si soudainement et dit qu'une voiture l'attendra à l'hôtel. Tom est perplexe, non seulement le patron envisage de conduire sans secrétaire, mais il veut aussi prendre le volant. Miss Smith sort et regarde autour d'elle. Le président l'appelle immédiatement. Amanda s'excuse pour le retard, elle aidait un invité à trouver son chemin. En chemin, la jeune fille demande où ils vont, Dan dit que Kant aurait dû le lui dire. La jeune fille regarde le navigateur et se rend compte avec étonnement qu'il se dirige vers l'île de Wando, située à 300 km. Réalisant que discuter ne sert à rien, Amanda se résigne et regarde silencieusement par la fenêtre. Monsieur Walsh conduit la voiture en silence, mais regarde son compagnon de côté, il veut désespérément comprendre ce qui empêche leur amour. Debout sur la côte, Dan s'étire fatigué et dit qu'ils sont enfin arrivés. Amanda regarde l'eau avec délice, cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu l'océan pour la dernière fois. Dan invite la jeune fille à se promener et à explorer un peu les environs. Le président se dit intéressé par l'idée d'un petit forfait de service de mariage. Le président note que les travaux intérieurs n'ont pas encore commencé, il souhaite donc maintenant connaître l'opinion de Miss Smith sur la salle. Le couple explique que plus on s'éloigne de la capitale, plus les salles de banquet sont vides, mais s'ils se réorientent vers de petits mariages, cela contribuera à améliorer la situation. L'homme invite la jeune fille à réfléchir à la création d'une sorte de style romantique qui s'intégrera parfaitement à l'image du nouvel hôtel.
Amanda pense que la plupart des couples partent en lune de miel immédiatement après la célébration. La jeune fille demande s'ils auront le temps de rentrer aujourd'hui. L'humeur de Walsh change brusquement et il demande si la fille est vraiment mal à l'aise avec lui. Amanda révèle qu'elle n'a pas prévenu sa famille et s'excuse d'avoir fait mal comprendre son patron. L'homme pense au fait qu'Amanda est heureuse de parler de travail, mais ne parle jamais de sa vie. Sur le seuil du restaurant, Dan tend soigneusement à la jeune fille un verre de café. Amanda boit une gorgée avec plaisir, pensant que Dan lui-même ne boit que des tisanes spéciales. Le patron regarde sa montre et dit qu'il a rendez-vous et qu'Amanda doit s'occuper d'un endroit où ils pourront passer la nuit. La jeune fille regarde son patron avec confusion. Après tout, aujourd'hui, il n'a pas l'intention de revenir. Monsieur Walsh conseille à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. Dès qu'elle aura terminé ses affaires, elle rentrera immédiatement chez elle. Dan ferme l'ordinateur avec lassitude et dit qu'il doit faire une pause. Amanda entre dans la chambre et dit que si le patron n'a besoin de rien d'autre, elle l'attendra dans la voiture. Dan regarde la fille avec perplexité et dit qu'il fait froid dans la voiture et qu'elle peut facilement attendre dans la pièce. Walsh remarque que Miss Smith l'ignore depuis hier et ne le regarde même pas. La jeune fille est gênée, ne sait pas quoi dire et marmonne quelque chose d'absurde en réponse. Amanda lève les yeux et déclare que lorsqu'elle regarde un homme, elle ne pense qu'à ses lèvres. Dan pose sa main sur son front et dit qu'il avait les mêmes pensées, et quand la fille a commencé à l'ignorer, il avait peur de perdre la tête. L'homme s'approche d'Amanda et remarque qu'il n'a plus besoin de la permission de la jeune fille pour l'embrasser. Dan rapproche son visage d'Amanda, et elle pense désespérément qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le couple tombe sur le lit et commence à s'embrasser de manière désintéressée, oubliant tout ce qui existe dans le monde. Soudain, Dan entend un bip d'ordinateur portable dans la pièce voisine, signalant le début d'une autre conférence. Amanda pousse Walsh avec force vers l'ordinateur et lui dit d'arrêter d'être enfantin. Dan part à contre-séure, dit qu'il sera libre dans 3 heures et invite la fille à se reposer. 3 heures plus tard, Dan, épuisé, s'étire avec fatigue, se rendant compte qu'il est complètement épuisé. En entrant dans la chambre, l'homme voit qu'Amanda est recroquevillée en boule et dort doucement. Dan pense avec émotion que même le bruit fort des sirènes ne réveillera pas la jeune fille. L'homme, avec précaution, essayant de ne pas déranger la jeune fille, la couvre d'une couverture. Amanda se tourne sur le côté et pense qu'elle a très chaud, mais sa main repose sur quelque chose de dur. La fille ouvre soudainement les yeux et Dan dit d'un ton moqueur qu'il est très chatouilleux à cause de son contact. Amanda se détourne avec horreur, ne comprenant pas comment il est arrivé qu'elle se réveille dans le même lit que son patron. Dan commence à rire joyeusement devant l'expression perplexe du visage de Miss Smith. La jeune fille, gênée, demande pourquoi le président a couché avec elle s'il y avait une autre chambre dans la pièce. Walsh regarde Amanda et lui demande si elle couche habituellement avec son frère. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité et lui demande comment il a su cela. Dan dit qu'hier soir, une fille est venue le voir en rêve, invitant Terry, s'est allongée dans son lit. Amanda s'excuse timidement et dit qu'elle n'a pas bien dormi ces derniers jours et que c'est sûrement pour ça que c'est arrivé. Walsh dit que tout va bien et que grâce à la fille, il a également pu dormir. Miss Smith se cache timidement sous la couverture, le patron a l'air d'un bel homme le matin, ce qu'on ne peut pas dire d'elle. Le président dit en riant qu'il suffit de jouer à cache-cache, il est temps pour eux de se préparer à prendre la route. La fille s'enfuit et Dan se souvient qu'Amanda ressemblait à un petit chaton lorsqu'elle dormait sur son épaule. Dans la voiture, la jeune fille regarde son patron et ne comprend pas comment elle pourrait plaire à un tel homme. Près de la maison d'Amanda, Dan se penche vers la jeune fille, qui se fige en prévision d'un baiser. Mais le patron ouvre simplement la portière de la voiture et dit bonsoir à Miss Smith avec un sourire. Voyant l'embarras de la jeune fille, Walsh commence à rire et dit qu'ils se verront demain. Amanda ne parvient à ouvrir la porte que lorsque Terry se jette à son cou et dit qu'elle lui manque beaucoup. Quelque temps plus tard, la sœur remarque que le garçon peut à peine garder les yeux ouverts et l'emmène au lit. Kant demande à Amanda si le voyage sur l'île de Wando s'est bien passé, la fille répond que tout va bien. Le gérant rapporte qu'il vient de recevoir un appel et qu'on lui a donné des informations. Amanda a immédiatement l'idée que quelqu'un a peut-être vu la voiture de son patron chez elle. La jeune fille est paniquée et pense que bientôt des rumeurs se répandront dans toute la ville selon lesquelles l'homme riche sort avec un simple employé d'hôtel. Monsieur Kant remarque que le visage d'Amanda a changé et lui demande si elle se sent bien. Le gérant remet à la jeune fille une carte de visite et lui dit qu'à 10 heures, ils l'attendent dans la chambre 1623. La jeune fille prend la carte de visite et demande de quel genre de réunion secrète il s'agit. Monsieur Kant affirme que leur client VIP prépare un mariage secret et souhaite confier son organisation à Miss Smith. L'homme remarque que lors de la conversation, la cliente n'a prononcé que son nom, elle devra donc y aller seule. Amanda dit timidement que tenir une réunion privée dans une chambre d'hôtel semble un peu étrange.
Le manager regarde attentivement l'ordinateur et dit que Miss Smith n'a rien à craindre car leur client est une personne très honnête. Monsieur Kant regarde sa montre et dit que si la jeune fille ne se rend pas à la réunion tout de suite, elle risque d'être en retard. Amanda frappe à la porte de la chambre et dès qu'elle s'ouvre, elle se salue et se présente poliment. La jeune fille n'a pas le temps de finir sa phrase quand quelqu'un lui prend la main et l'entraîne dans la pièce. Amanda se frappe contre ce qui est clairement la poitrine d'un homme, commence à lui donner des coups de poing et à crier que personne n'a le droit de la traiter comme ça. Miss Smith lève les yeux et voit Dan Walsh debout devant elle, qui remarque gentiment qu'il l'attend. L'homme attire la fille près de lui et se penche avec l'intention de l'embrasser, mais Amanda s'éloigne, embarrassée. Le patron dit qu'il a décidé de vérifier personnellement le numéro, mais dès qu'il est arrivé ici, il s'est rendu compte que Miss Smith lui manquait vraiment. Amanda n'a pas le temps d'objecter avant que Dan ne porte son doigt à ses lèvres et ne regarde la porte derrière laquelle se font entendre des pas. Amanda pousse l'homme et lui couvre la bouche avec sa main, déclarant qu'il s'en permet trop ces derniers temps. S'éloignant, la jeune fille dit avec embarras qu'il devrait quand même être plus calme à l'hôtel. Walsh remarque qu'il existe un moyen beaucoup plus efficace de le faire taire et embrasse la fille. Le patron soulève Amanda et la fait asseoir directement sur la commode près de la porte d'entrée. La jeune fille se dissout complètement dans les doux baisers de l'homme, pensant seulement qu'il ne s'arrête pas. Amanda éloigne brusquement Dan et lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi et qu'ils doivent arrêter. Walsh note qu'il ne semble plus avoir besoin de demander la permission. Amanda insiste sur le fait que le patron ne peut pas faire ce qu'il veut pendant les heures de travail. Dan prend la main de la fille dans la sienne et dit que le manager Kant est au courant de leur relation, elle ne devrait donc pas s'en inquiéter. Walsh dit que manager Kant est son meilleur ami depuis l'école et qu'il n'a aucun secret pour lui. Amanda est bouleversée et dit que les gens chuchotent déjà dans son dos sur la façon dont elle a obtenu ce travail, et Dan ajoute de l'huile sur le feu. Le président change instantanément de visage et demande avec colère qui a osé répandre des rumeurs. Amanda baisse les yeux avec embarras et pense qu'elle ne devrait probablement pas calomnier le manager Jack et dit à haute voix que cela n'a pas d'importance. Dan remarque que ces rumeurs insultent non seulement Miss Smith, mais aussi lui-même. La jeune fille pense que de toute façon, Jack ne pourra rien gagner en répandant des rumeurs sur une employée aussi ordinaire qu'elle. Dan parle au téléphone et Amanda pense que toutes ces rumeurs pourraient n'être qu'une banale lutte de pouvoir. Miss Smith entre dans le bureau et annonce joyeusement qu'elle est de retour, mais la réponse est le silence. En s'approchant de son lieu de travail, Amanda demande à voix basse à Alice ce qui se passe. La jeune fille frémit de peur, se tourne vers sa collègue et dit avec embarras qu'elle ne l'a pas remarqué. Amanda remarque qu'il y a une sorte d'atmosphère oppressante dans le bureau et demande ce qui s'est passé, ce à quoi Alice suggère de sortir. Assise dans la salle de pause, un café à la main, Miss Smith demande avec étonnement à sa collègue qui a dit une chose aussi stupide. En entendant que Jack répand des rumeurs, Amanda lui prend la tête et déclare que cela ne sert à rien. La jeune fille, bouleversée, dit qu'elle ne croit pas à l'existence de la liste présidentielle des employés à licencier. Alice remarque qu'il y a des rumeurs encore plus étonnantes qui ne font que rire. Horrifiée, Amanda apprend que la rumeur veut que le président ait une fille spécifique pour chaque étage. La vraie raison pour laquelle le président est occupé est qu'il est un terrible coureur de jupons et qu'il entretient une relation terrible avec le président. Miss Smith n'en croit pas ses oreilles d'où viennent tant de fables. Alice assure que tout cela est vrai, sa cousine, qui travaille à la réception, lui en a parlé. Judy a dit qu'aujourd'hui, le secrétaire Tom avait pris les clés de plusieurs chambres, soi-disant pour vérifier, puis il avait appelé une fille dans chaque chambre. De surprise, Amanda s'étouffa avec son café, elle ne pouvait pas dire qu'il n'y avait qu'une seule fille et que c'était elle. Alice demande à Miss Smith de garder cette conversation secrète car personne ne devrait rien savoir. La jeune manager dit tristement qu'elle s'est disputée avec son père et qu'il ne l'aide plus, elle ne peut donc en aucun cas perdre cet emploi. Amanda commence à secouer son doigt et déclare qu'elle a entendu une version complètement différente. La jeune fille murmure quelque chose à l'oreille d'Alice, après quoi elle met ses mains à sa bouche et déclare que cela ne peut tout simplement pas être le cas. La jeune fille s'exclame qu'il ne peut pas s'agir d'un invité secret, mais Amanda pose son doigt sur ses lèvres. Les experts professionnels qui visitent les hôtels sous le couvert de clients ordinaires pour évaluer la qualité du service sont appelés invités secrets. Ils peuvent être comparés aux auditeurs Michelin, mais ils évaluent non pas la nourriture, mais le service fourni par l'hôtel. Amanda explique que les contrôles régulièrement effectués par le président sont en rapport avec cela. La réputation de l'hôtel pourrait être entachée par des rumeurs infondées sur le nouveau président, tout comme la chute du mur de Berlin à cause d'un faux article d'un journaliste italien. Il est possible qu'avec l'aide de rumeurs, il veuille tellement saper la réputation du président que cela deviendra la base pour le destituer. Alice demande comment Miss Smith sait cela,
car l'invité secret apparaît de manière inattendue. Amanda demande d'un ton menaçant si un travail de qualité n'est pas leur principale responsabilité. Si tout est en ordre, alors ils n'auront pas à s'inquiéter des invités secrets. Alice déclare avec enthousiasme que Miss Smith est une vraie professionnelle et la meilleure. Amanda jette sa tasse de café vide et dit qu'il est temps pour eux de rentrer. Alice dit avec embarras qu'elle doit visiter les toilettes des dames, elle rattrapera donc le patron un peu plus tard. Miss Smith remarque qu'Alice sort son téléphone et espère en souriant qu'elle pourra lancer une nouvelle rumeur. Le directeur Jacques fume à l'entrée, Amanda passe devant, faisant semblant de ne pas le remarquer. Avec un sourire méchant, Jacques demande s'il est vrai que le président a personnellement contribué à l'avancement de carrière de Miss Smith. La jeune fille ramasse le mégot de cigarette jeté, le jette à la poubelle et dit froidement que les ordures devraient être dans la poubelle. Alors qu'Amanda ouvre les portes, elle se demande jusqu'où Jacques peut aller. Madame Smith répond au téléphone et on lui dit qu'une voiture l'attendra au 2e étage du parking. En descendant vers le parking, le téléphone d'Amanda sonne à nouveau, cette fois c'est son patron. En regardant la fille à travers la vitre de la voiture, Dan demande où elle se trouve, ce à quoi il reçoit la réponse que la fille est déjà sur le chemin du retour. Walsh regarde par la fenêtre et dit que la fille ne sait pas du tout mentir. Voyant Amanda monter dans une voiture, le patron ordonne au chauffeur de découvrir à qui elle appartient. La voiture de Walsh part après la fille. Tom demande au patron s'il doit appeler la limousine de l'hôtel. Dan regarde sa montre, remarque qu'il est tard et dit qu'il devra utiliser les transports en commun. Dans le wagon de métro, Monsieur Walsh regarde par la fenêtre et se demande qui pourrait posséder une voiture aussi chère. Dans un restaurant après le dîner, le secrétaire sert soigneusement du thé à son patron. Tom reçoit un message indiquant qu'Amanda vient d'entrer dans la salle VIP du même restaurant où se trouve Monsieur Walsh. La secrétaire tente de digérer l'information et se demande ce que Miss Smith pourrait faire dans un tel endroit. Dan se tourne vers Tom et demande s'il y a plus d'informations sur sa question, le secrétaire secoue la tête. Amanda suit la serveuse suave dans le couloir, émerveillée par le chic de l'endroit. Au même moment, Monsieur Walsh et sa secrétaire sortent du stand privé. Dan se retourne et pense que maintenant il voit la voix d'Amanda partout. En entrant dans le stand, Miss Smith la salue poliment, le président la salue et lui fait remarquer qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Amanda et Donald boivent du thé en silence, n'osant pas entamer une conversation. Amanda est venue voir le président, qui lui a préparé un contrat. La jeune fille lit attentivement le document et s'assure qu'il ne contient rien d'autre que ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Donald dit que, comme convenu, Madame Smith rencontrera son petit-fils jusqu'à ce que la fusion soit finalisée. Soudain, Monsieur Walsh dit qu'il a une condition. N'attendant rien de bon, Amanda est surprise d'apprendre que le président lui demande de l'informer une fois par mois des affaires de son petit-fils. Donald regarde la fille et demande quelles choses intéressantes se sont produites dans la vie de Dan au cours du mois dernier. Amanda commence à dire qu'il y a quelques jours, ils sont allés sur l'île de Wando. La jeune fille dit que Dan lui a spécifiquement demandé d'aller ensemble discuter du concept d'une nouvelle salle de banquet. Monsieur Walsh est surpris de penser que son petit-fils n'aime généralement pas être entouré de gens. Au bout d'un moment, la conversation se transforme en une communication amicale et enthousiaste, qui fait plaisir aux interlocuteurs. Assise dans le bus, la jeune fille pense que, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas se détendre en présence du président. Amanda pense que même si Donald s'indigne parfois, il est clair qu'il aime son petit-fils comme personne d'autre. Cependant, lorsque le grand-père et le petit-fils se rencontrent, il semble qu'ils soient prêts à s'entretuer. La jeune fille regarde joyeusement par la fenêtre et remarque qu'il neige. Amanda se souvient qu'elle et sa mère allaient construire un bonhomme de neige dès les premières neiges. Avec tristesse, la jeune fille pense qu'aujourd'hui sa mère lui manque plus que d'habitude. Bercée par le mouvement et la chaleur, la jeune fille s'endort sans entendre le téléphone sonner dans son sac. Descendant à son arrêt, Amanda s'étire doucement, heureuse d'avoir pu se reposer un peu. Soudain, la jeune fille entend une voix derrière elle qui remarque que Miss Smith est en retard. Amanda examine le président et demande pourquoi il est si sombre. En riant, Miss Smith demande quel genre de casse-cou a été trouvé qui a osé torturer son patron. Lorsque Dan demande où elle était, la jeune fille déclare qu'elle rencontrait son amie Nora. Walsh ferme les yeux et pense qu'Amanda doit avoir une raison pour laquelle elle ne veut pas lui dire la vérité. Soudain, l'homme serre Amanda dans ses bras et lui dit qu'il lui fait entièrement confiance. La jeune fille réfléchit qu'avant, elle ne voulait protéger personne à l'exception de sa famille, mais maintenant, quelque chose a considérablement changé. Amanda frotte sa joue contre celle de Dan et lui murmure à l'oreille qu'elle ne veut aller nulle part. La fille regarde Walsh et dit qu'elle veut rester à ses côtés aujourd'hui. Debout à la porte, Amanda invite l'homme à entrer. Dan embrasse la fille sur le front et dit tendrement qu'il aime aussi ça ici. Amanda se souvient avec embarras de l'épisode avec le voisin de son patron et dit que quelqu'un pourrait les entendre à nouveau. Le président attrape la jeune fille dans ses bras et Amanda,
gêné, lui demande de la remettre debout. Walsh se déshabille lentement et dit qu'Amanda devrait appeler chez elle et lui dire qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Le gars touche doucement la fille et lui murmure qu'elle devrait le regarder et ne pas détourner le regard. Dan dit que maintenant il va montrer à la fille à quel point il la veut désespérément, au point de trembler dans tout son corps et de briller dans ses yeux. Monsieur Kant remarque Amanda dans le couloir et est surpris de dire qu'elle n'aurait pas dû venir aujourd'hui. Madame Smith dit timidement que le médecin l'a examinée, lui a donné des médicaments et lui a dit de dormir un peu, elle est donc maintenant prête à partir. La jeune fille se souvient qu'hier soir, elle a trouvé sur son téléphone un SMS que Dan a écrit en son nom. L'homme dit qu'une nuit ne lui suffira pas, alors il a donné à Amanda un jour de congé supplémentaire. La fille soupire de fatigue, le patron a réalisé son plan et elle n'a pas pu dormir la nuit. Alice remarque que le visage de sa collègue est tombé et il est maintenant très clair qu'Amanda ne se sentait pas bien. Alice dit qu'à en juger par les taches rouges sur le cou de la fille, elle a clairement passé la nuit dernière pas à la maison. Voyant l'embarras de sa collègue, Alice dit en riant qu'il ne faut pas mentir sur les allergies, vous ne la tromperez pas. Assise dans la salle à manger, Alice dit d'un air penaud que puisqu'Amanda organise des mariages, elle doit avoir des connaissances très précieuses. La fille dit qu'elle envisage depuis longtemps de commencer une relation avec un beau mec. Alice décrit son homme idéal et dit qu'en plus de son apparence, il devrait également diriger l'entreprise. Demande Amanda, décrivant son idéal, mais Alice avait quelqu'un en particulier en tête. La collègue sourit et admet que c'est précisément pour cela qu'elle a obtenu un emploi dans cette entreprise. Alice admet qu'elle est éperdument amoureuse du président de la société, Dan Walsh. Amanda regarde la fille avec confusion et pense que cela ne peut tout simplement pas être possible. Miss Smith demande si Alice lui a dit que le patron est un coureur de jupons désespéré. La jeune fille dit qu'elle est amoureuse de Monsieur Walsh depuis le lycée, où ils ont étudié ensemble. Déjà à cette époque, Monsieur Walsh était complètement irrésistible et Alice était amoureuse de lui pendant 3 ans. La fille a découvert que le gars envisageait d'aller étudier à l'étranger, alors elle a décidé de lui écrire une lettre d'amour. En arrivant au cours de Dan, la jeune fille fut surprise de voir que son bureau était couvert de cadeaux et de lettres. N'ayant rien trouvé de mieux, Alice rassembla tous les cadeaux dans sa veste et décida de les sortir tranquillement de la classe. Et bien sûr, c'est à ce moment précis qu'Alice a croisé Dan à la porte. La jeune fille soupire et dit que c'était il y a si longtemps que Monsieur Walsh ne se souvient de rien. Alice déclare qu'elle est absolument sûre que le patron ne sort toujours avec personne. Amanda sourit et se demande si elle devrait dire à Alice qu'elle a déjà cueilli cette fleur. La collègue dit qu'elle ne demande pas à Amanda de la mettre en relation avec le président, peu importe à quel point elle est une promotrice cool, elle n'y parviendra toujours pas. Alice demande à Amanda de lui parler de son petit ami, de qui il est et de ce qu'il fait. Miss Smith détourne la conversation, remercie la jeune fille pour son aide et lui demande de garder secret tout ce qui s'est passé. Alice assure qu'elle et Amanda sont désormais du même côté, elle peut donc lui faire entièrement confiance. Monsieur Kant entre dans le bureau du directeur et appelle Miss Smith. L'homme demande si Amanda était chargée d'organiser le mariage de la sœur de Monsieur Walsh, Anna, et de l'acteur Arthur. La jeune fille confirme et dit que le mariage a eu lieu la semaine dernière et qu'ils sont maintenant en lune de miel. Cam déclare qu'il y a probablement eu une plainte concernant le travail des organisateurs parce que le président veut voir Madame Smith à ce sujet. Alice sursaute et demande à la jeune fille la permission de l'accompagner afin d'acquérir de l'expérience. Jacques demande avec un sourire ce qui pourrait arriver si Miss Smith était personnellement convoquée au bureau du président. Dans le couloir, Alice propose à Amanda de porter plainte contre Jacques pour harcèlement sexuel. Tom ouvre les portes et rapporte qu'Amanda et Alice sont arrivés. Se tournant brusquement, Monsieur Walsh regarde le jeune manager avec perplexité. Très grossièrement, Dan demande s'il a dit à Miss Smith de venir seule. Le patron demande si Amanda a amené une employée junior avec elle pour qu'elle puisse voir comment elle se ferait gronder. Se tournant vers Alice, Dan demande grossièrement si la fille veut toujours être là. La jeune fille effrayée s'incline respectueusement et dit qu'elle s'en va déjà. Restée seule, Amanda dit que c'était de sa faute et demande pardon. Walsh sourit et dit que si la fille est vraiment désolée, elle devrait l'embrasser. L'homme s'approche et prend la jeune fille par les mains. Amanda, perplexe, lui demande quel est le problème avec la plainte. Walsh redresse doucement les cheveux d'Amanda et lui assure qu'il a tout réglé. Soudain, la jeune fille repousse brusquement le président et crie avec rage qu'il doit reprendre ses esprits.